Ok, salut amigo. Ce soir, c'est un peu tard. J'ai eu une journée bien speed là. Je viens de passer toute la moto à l'huile pour la protéger de 25 jours de mer. Elle a été rincée, lavée, bien lavée, plus voilà, passage à l'huile pour protéger du sel. Et avant de remettre tout mon équipage bien cadré, je voulais prendre le temps 2 secondes de faire cette vidéo parce que ça m'a vachement manqué quand je préparais mon voyage. Et l'idée de ce site internet, c'est aussi de partager mon expérience du voyage en moto avec toi pour te donner des bons conseils. Ça vaut pour l'Amérique du Sud, mais je pense que ça vaut globalement pour n'importe quel autre voyage en moto, à savoir qu'il faut juste réadapter selon les conditions climatiques. À savoir qu'ici en Amérique du Sud c'est quand même assez large, là je sais pas, il doit faire, on est en pleine nuit, il doit faire bien facile 35 degrés. Et voilà. Et j'ai affronté le froid à 5000 mètres d'altitude dans l'altiplano qui était bien froid quand même. Donc voilà, des conditions climatiques qui sont intéressantes. Je vais ouvrir mon équipage pour que tu puisses voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un premier truc qui est hyper important, c'est une bâche moto. C'est une bâche toute basique que j'ai dû payer 20 € à peu près. C'est super, ça m'a été super utile pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet d'arriver à être discret avec la moto quand je la parque dans un jardin, dans un endroit, tac, je la bâche et voilà, la moto elle attire moins l'œil. Aussi quand il pleuvait, ça m'a permis de mettre tout mon équipage sous la bâche de manière à la protéger de la pluie. Et puis je me dis que si un jour il y a besoin, ça peut aussi faire une bonne bâche pour me protéger moi de la pluie. Je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Après, qu'est-ce qu'on a? En fait, les valises, elles sont étanches. Mais l'idée, c'est que si je tombais avec la moto, il y avait des chances que les valises s'abîment et qu'au bout d'un moment, elles soient plus étanches. Donc en fait, j'ai mis du bon sac plastique un peu épais, mais du sac plastique qu'on me donne dans les magasins pour réétanchéifier l'histoire. La première chose que je sors, c'est ça, c'est du matos pour pouvoir manger en camping. Il y a une fourchette, une cuillère, une corde pour pouvoir étendre le linge ou justement tendre la bâche, des pinces à linge parce que le linge c'est bien galère quand on voyage, une petite cuillère, un couteau, un gobelet. Voilà, c'est juste le strict minimum et c'est amplement suffisant par rapport à l'utilisation que moi j'ai fait en camping. J'avais acheté de la bouffe déshydratée. J'en avais deux sacs, j'en ai bouffé un soir voilà, où j'étais en galère et il m'en reste un après 5 mois. Donc c'est de dire si ça c'est inutile, on jette, pas besoin. Ça c'est hyper important, c'est du scotch américain. Ça scotche tout et n'importe quoi. Quand j'ai perdu ma visière de casque par exemple, ça m'a été super utile pour fixer la visière de manière à ce que ça arrête de vibrer et puis ça permet de rescotcher tout et n'importe quoi sur la moto ou sur... C'est vraiment hyper important d'avoir ça quoi qu'il arrive, même si on ne voyage pas et qu'on fait juste des petits tours en moto ou en voiture. Moi j'en ai toujours un avec moi et ça m'est super utile. Ça c'est un scotch transparent que j'ai eu sur la route. Ça m'a permis de réparer une carte en papier qui s'est déchiré au fur et à mesure. Après, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, j'ai du matos pour... c'est un filet de protection pour envelopper les bagages. Honnêtement, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne me suis pas senti en galère. Ça m'a juste été utile 2 fois quand j'ai fait des passages de frontières. Au passage de frontières, quand je pars tamponner le passeport, etc. Je laisse la moto sans surveillance et les frontières comme les ports, c'est des endroits qui sont un peu risqués. Donc ça peut être bien. Maintenant, franchement, vu le poids que ça fait, je te le conseille pas. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Là-dedans, en fait, j'ai pas mal de sangles. Des petites sangles, une sangle à cliquet qui peut être intéressante pour vraiment sangler fort. Ou comme par exemple, quand je crève, pour faire jointer les flancs du pneu bien comme il faut sur tout le bord de jante, je passe la sangle autour et puis après je gonfle à fond et ça permet de faire jointer le pneu quand on n'a qu'une pompe et qu'on n'a pas de mano. Après, voilà, il n'y a que des petites sangles. Je me suis fait aussi des élastiques un peu balèzes, merci beaucoup. Voilà, et sinon là-dedans il n'y a que ça. Maintenant des sangles, pour parler sangles, j'avais lu le site internet de Max qui est parti en Mongolie et qui a aussi fait l'Amérique du Sud et qui disait que lui ses sangles il s'était fait voler à chaque fois et qu'il avait fini par sangler ses bagages avec de la corde. Franchement, moi en 5 mois en Amérique du Sud, mes 2 sangles elles sont toujours intactes et elles sont toujours sur la moto, donc
On a sûrement fait un voyage différent ou je sais pas, mais moi mes sangles ils me sont rien arrivé, donc je pense que 2 sangles c'est suffisant, plus une sangle à cliquet en cas de dépannage, allez à la limite 3 ou 4 comme moi j'ai, je pense que c'est très très bien. Quoi d'autre? Ça c'est un souvenir, j'ai acheté du café en Colombie. Ça c'est mes cahiers pour apprendre l'espagnol sur la route. Et en fait c'est resté au fond de la valise, ça a une sale gueule aujourd'hui. Parce qu'en fait je ne les ai pas utilisés parce que j'ai appris l'espagnol avec les gens. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là c'est vraiment fourre-tout, c'est tout le reste de mes cartes. D'ailleurs j'en profite pour faire un gros zoom sur ces cartes là. Je sais pas si tu connais pas, il faut te procurer. Alors est-ce qu'il va arriver à faire le point? Voilà, ça c'est une marque allemande que je me suis procurée à la librairie du voyage à Paris, mais qu'on trouve sur internet. La marque c'est Reise, R-E-I-S-E. Et c'est des cartes qui sont plastifiées, qui sont indéchirables, qui peuvent prendre l'eau, dans lesquelles tu peux tout faire. Voilà, tu peux tout faire avec ces cartes là, et tu peux les déplier 10 milliards de fois comme moi ça a été le cas, et ça s'abîme absolument pas. Voilà, c'est mon ami Yves, que je salue bien fort, qui m'a conseillé d'acheter ces cartes là. Elles sont hyper détaillées, hyper précises, sauf malheureusement pour la Bolivie. Méfie-toi parce que là elles sont fausses, c'est comme ça que je me suis perdu. Mais sinon pour tous les autres pays elles ont été vraiment super. Elles t'indiquent la qualité des routes, si c'est de l'asphalte, de la piste, le nombre de kilomètres, etc. Et donc c'est mon ami Yves qui me les a conseillés. Il m'a dit qu'une fois ça lui était arrivé de manger dans la carte parce qu'il n'avait pas d'assiette et qu'il était en galère. Donc voilà, c'est une petite expérience de voyage. Yves, je te salue bien fort. Voilà, ça c'est les restes de cartes que j'ai. Il y a des bouquins qu'on m'a donnés, j'ai des briquets. Voilà, pas grand chose de très intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre dans la valise? Dans la valise, ah, j'ai mon vieux GPS. Alors, un vrai bon conseil. Si tu as un truc à investir et que comme moi, tu n'es pas un super méga pro de l'orientation en ville et que tu n'as pas envie de galérer pendant 4 heures comme ça m'est arrivé, à Lima, je sais pas, imagine-toi, tu connais absolument pas Paris et t'approches à 20 km de Paris et tu dois trouver l'adresse d'une personne perdue au fin fond de la banlieue, à genre 40 minutes de Paris, mais tu arrives dans Paris et tu penses que c'est plus ou moins dans Paris, tu sais pas trop, et tu galères pendant 4 heures dans une ville de 8 millions d'habitants à trouver une maison. Voilà, et bah ça c'est ce qui m'est arrivé parce que le GPS que j'avais acheté c'est un Zumo 550. C'est un très bon GPS, sauf que comme je l'ai acheté d'occasion, et ben en fait il a rendu l'âme pendant le voyage et ça m'a mis bien en galère. Résultat, j'ai racheté un GPS Nuvi pour les voitures dans le voyage. Ça a été bien galère en Équateur quand j'ai affronté la saison des pluies parce que ce GPS de voiture n'est pas étanche. Donc un bon conseil, je pense que investir dans un bon GPS neuf, c'est une vraie chose qui peut être intéressante. Un bon plan pour toi, j'ai réussi grâce à des rencontres, à avoir un plan pour arriver à avoir la cartographie du monde entier, continent par continent, pays par pays, actualisée minimum une fois par mois pour n'importe quel pays du monde. Donc si tu pars en voyage, eh ben, tu m'écris un petit mail et on voit si tu as besoin d'un pays, si tu as besoin d'un continent, de plusieurs, et on discute pour voir comment on fait. Parce qu'après ça se met facilement dans le GPS. Avant de partir, j'ai pas trop voulu me prendre la tête avec apprendre à charger des cartographies, etc. Si aussi j'ai un conseil à te donner, prends le temps avant de partir d'apprendre à manipuler ton GPS, à charger des cartes via le logiciel MapSource par exemple, à l'intérieur de ton GPS, et à mettre en service les cartes depuis le GPS. C'est vachement facile. Pareil, si tu as besoin d'un coup de main, je peux t'expliquer. Maintenant, je me débrouille quand même vachement mieux. Mais j'ai appris sur le tas et c'était un peu galère pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai pas mal de pièces détachées. Bon, pas chance pour moi, toutes ces pièces détachées là, il y a du levier, il y a des rayons, il y a un boîtier CDI, il y a plein de trucs dans ce machin là. Et ben moi j'ai absolument rien utilisé, ça pèse méga lourd, mais je pense que si j'avais eu besoin, j'aurais été content de les avoir. Donc c'est pas forcément inutile de réfléchir un peu à des pièces détachées de secours. Un truc qui est méga utile, comme là par exemple, je vais l'utiliser,
ces petites lingettes pour bébé qui sont méga pratiques. Surtout quand par exemple tu fais la mécanique ou quand tu crèves sur le bord de la route, et ben ça te permet de nettoyer tes mains et de pouvoir repartir avec tes gants propres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un petit chiffon parce que bah, pareil ça sert toujours. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans le fond? Encore du chiffon. Ah oui, et il y a plein de mes affaires qui ont été emballées dans des sacs congélation. Vas-y, je t'en prie. Et alors surtout, voilà. Le plus important, n'oublie pas la bière, la guilla, parce que tout le reste, on s'en fout. Alors on va trinquer. Voilà, pour la peine. À la tienne, Damien. Donc voilà, vas-y, viens là, viens. Donc voilà, j'en profite 2 secondes pour ce petit intermédiaire alcoolique pour vous présenter Damien. Damien, c'est voilà. mon compatriote avec qui je m'associe pour faire le retour des véhicules direction la France. Dans le container. Dans le container, il a fait un travail de fou furieux parce qu'il a mis en place tout le transport. Et je vous garantis qu'ici en Amérique du Sud, c'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Voilà, c'est ça, à la tienne, à nous. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de la première valise et que j'ai pris une petite pause, on passe à la deuxième valise. Dans cette deuxième valise, il y a une petite boîte avec toutes les clés et autres outils, cliquets, un petit cutter et autres. Il y a aussi une autre boîte ici en plastique. Alors désolé, c'est ouvert mais normalement c'est fermé, avec surtout du WD-40 plus plein d'autres choses, des pinces, des gants pour pouvoir faire la mécanique sans trop se pourrir. De quoi nettoyer le filtre à RKN, du fil électrique de rab, du fil de fer, plein de trucs. Tout ça tu trouveras la liste dans mes tableaux de préparatifs avant le voyage. Ce qu'on trouve, c'est il me reste une chambre à air parce que la chambre à air de l'avant, je crois, ou de l'arrière, a carrément la valve, elle s'est carrément arrachée. Donc si j'ai un conseiller de donner, dans tes fournitures, tu achètes une paire de chambres à air renforcées que tu montes sur la moto avant de partir, et la paire de chambres à air d'origine, tu te la cales dans tes valises au cas où, comme moi, la valve s'arrache parce que là, tu peux pas réparer avec un nécessaire anti-crevaison. Et c'est largement suffisant. Moi, j'avais acheté 2 paires de chambres à air renforcées et en fait, c'est très lourd. Et donc, tu économiseras du poids et de l'argent en utilisant ta paire de chambre à air d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a la pompe à pied BMW. Je crois que KTM fait la même. C'est une pompe à pied qui fonctionne bien, qui est fiable et qui a l'avantage aussi d'avoir un petit manomètre. Moi j'ai préféré ça à un compresseur 12 volts parce que j'ai lu pas mal de choses comme quoi les compresseurs n'étaient pas très fiables. Donc voilà, et j'ai aussi un nécessaire réparation chambre à air, donc avec des petites rustines et la colle qui va bien à l'intérieur pour pouvoir réparer. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la valise? On a une boîte avec pas mal de vis et puis encore une fois du matos au cas où ça casse. Un autre paquet de café, voilà. Qu'est-ce que c'est? Une plaque d'immatriculation de rab au cas où j'arrachais la mienne en cours de route. Oh, mon vieil amortisseur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans cette boîte à malice? Ah ouais, ça c'est carrément génial. Je l'ai beaucoup utilisé. Je te fais un petit zoom dessus. Ça c'est un filtre à essence que j'ai acheté chez Touratech. C'est un filtre à essence qui a l'avantage de filtrer l'essence que tu vas mettre dans ton réservoir, mais qui filtre aussi l'eau. Donc quand par exemple tu te retrouves en Bolivie avec une essence qui est vraiment de très moyenne qualité, c'est très utile et je te conseille vivement d'acheter ça plutôt que de mettre des filtres après le réservoir, parce qu'il y a déjà un pré-filtre à l'intérieur du réservoir et celui-là tu le nettoieras pas. Donc le second filtre que tu mettras le long de la durite, il sera moins efficace. Il vaut mieux filtrer l'essence avant même qu'elle arrive dans le réservoir. Grâce à ça, c'était vraiment un bon achat, ça vaut pas très cher et je te le conseille vivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Pas grand chose en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai? Encore des cartes, des papiers, des sacs, voilà. Je
je pense qu'on a fait le tour. Ah si, forcément, les démonts de pneus qui va bien. Alors moi je les ai achetés chez Beer Racing. C'est des modèles grands qui vont bien, qui sont forts. Ça pèse un peu lourd, mais honnêtement, quand tu vas t'en servir, tu seras content d'avoir des bons démonts de pneus. Donc pareil, je te conseille vivement d'avoir ça. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour pour cette valise-là. Je te propose de passer au matos camping. Ok, on passe au matos camping dans ce magnifique sac BMW. Alors, à l'intérieur de ce sac, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve tout mon matos de camping. Alors, c'est un sac qui est un peu galère à ouvrir. La première chose qu'il y a dedans, voilà, c'est ce méga gros sac de couchage. Je sais pas si tu vois la taille qu'il fait. C'est un sac de couchage que mon ami Ghislain m'a donné. Merci beaucoup Ghislain pour ce gros cadeau. C'était très difficile de savoir quel sac de couchage acheter pour l'Amérique du Sud, puisque par exemple au Salar d'Uyuni, dans le sud de l'Ipèze, la température elle est descendue à moins 10 degrés facile, peut-être moins 15, donc il faut un sac de couchage qui soit bien efficace quand même. Par contre, c'est un regret que j'ai eu, c'est que ça m'a rien coûté, donc j'ai fait une grosse économie sur le sac de couchage. Par contre, ça m'a cassé les couilles tous les jours en le sortant parce qu'il est juste énorme. Il a du mal à rentrer dans le sac étanche et j'ai vraiment galéré tous les jours. Donc si j'ai un autre conseil à te donner, comme le GPS, peut-être fais pas comme moi et investis dans un bon sac de couchage. Je pense que pour l'Amérique du Sud, ce qui peut être bien, c'est d'aller chercher un -10. Au pire, tu t'habilles à l'intérieur et ça permettra. Parce que par exemple ici, voilà, il fait hyper chaud et ici par exemple je dors sans sac de couchage, mais quand il fait un peu plus froid, moins 10, moins 15, c'est un peu chaud, donc voilà. Mais quand il fera bien froid, tu seras content de l'avoir. Donc prends un sac de couchage léger et petit, et je pense que -10, c'est quelque chose d'absolument parfait pour l'Amérique du Sud qui te permettra d'affronter à peu près toutes les conditions climatiques dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on a après sinon? Eh ben, on a forcément mon super hamac qui lui par contre m'a été méga utile, et ça c'est vraiment un cadeau de Tropical Hamac du magasin de Londres qui a été juste génial. Ça fait très longtemps que je voyage et que je dors dans du hamac. Je suis super méga fan, comme tu as pu t'en apercevoir, et j'en changerai pour rien au monde. C'est juste l'outil parfait, et avec un bon sac de couchage, tu n'auras jamais froid. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Ça, c'est une tente 4 saisons North Face que j'ai acheté en France et qui est absolument neuve parce que j'ai jamais eu à me servir de la tente. En fait, ce que je m'étais dit, c'est que j'aurais besoin d'une tente en cas d'intempérie et en cas de ne pas pouvoir caler mon hamac. Et en réalité, franchement, elle pèse plus de 2 kg, je pense. Et ça vaut absolument pas le coup de prendre une tente avec toi, de te cogner 2 kg, de dépenser autant d'argent. Si moi j'avais à refaire le même voyage en Amérique du Sud, la tente, je la dégage et je prends juste un petit hamac et c'est absolument parfait. Si jamais il pleut, et ben en fait l'idée ça serait d'utiliser la bâche de la moto pour faire comme un tarp et me protéger. Et puis s'il pleut, et ben tu as un bon équipement et puis tu serres les dents et puis tu vas chercher un hôtel et puis tu te prends une chambre d'hôtel et puis ça sera beaucoup mieux et tu auras le droit à une douche chaude et tu seras en plein bonheur et tu ne seras pas sous une tente sous la pluie. Donc voilà, ça c'était l'achat que je savais pas et que je referai pas. Si tu es intéressé pour acheter la tente, par contre elle est à vendre. Voilà, et après qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un matelas de sol. La marque, c'est quoi la marque? C'est Thermarest, c'est la meilleure marque. Je suis content d'avoir acheté ça parce que voilà, je me suis dit que j'aurais besoin de nuits sur lesquelles je peux arriver à récupérer, à me reposer. Et c'est juste la meilleure marque pour les matelas de sol. C'est vraiment léger, ça va bien. Et par exemple, en fait, quand tu dors dans un endroit bien humide ou qui fait froid, et ben en fait, moi, je mettais mon tapis de sol dans le fond du hamac et je me calais par-dessus. Et comme ça empêche l'humidité de remonter par le sol et ça permet de gagner beaucoup de degrés.
Ça, c'est un bon achat. Moi, j'ai pris le grand modèle. Si j'avais à refaire, je pense que j'achèterais le petit modèle, comme la plupart des cyclistes ont, parce que c'est un peu grand et que pareil, c'est un peu casse-couille à gérer au quotidien, surtout si tu campes pas tous les jours. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a ma paire de gants hiver. Donc ça a été un sponsoring de chez Bering. Ça a l'air d'être une très bonne paire de gants hiver. Le seul truc, c'est qu'en fait, cette paire de gants hiver est absolument neuve parce que je ne l'ai pas utilisée. J'ai tout le temps utilisé mes gants été Bering, même à 5000 mètres avec les poignées chauffantes à fond. Il y a eu des moments où j'ai pas eu trop chaud aux mains, mais globalement c'est passé. Quand il pleut, même quand il pleut et qu'il fait froid, et ben en fait les poignées chauffantes ça permet de supporter bien la pluie avec les gants hiver. Et puis voilà, je l'ai vécu comme ça parce que j'ai pas eu envie d'aller me prendre la tête à aller chercher les gants au fond du sac quand il s'est mis à pleuvoir. Et franchement, pour moi ça l'a fait. Après chacun s'adapte. Et après, ça c'est un hamac. C'est un hamac que j'ai acheté en Bolivie. Parce que j'en avais envie, et puis un petit rouleau de dépannage de papier toilette parce que ça sert pas mal. Et voilà, le sac il est tout vide et on a fait le tour de mon équipement.